Donc maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Kalala Obutunde. Bon, j'espère que tout le monde le connaît ici. Oui, non, non, mais lui, il ne connaît pas. Voilà. Mais dans tous les cas, je pense que il se présente par lui-même. Donc, je vous laisse maintenant avec Monsieur Kalala Obutunde qui parlera de la tradition textile africaine et des mathématiques fractales. Merci. Voilà. Alors, c'est vrai que ce colloque de 4 jours a été un vrai défi. On avait beaucoup de choses à vous montrer et on a été ravis, non seulement de votre présence, mais aussi de ce moment que vous avez pris pour tout simplement vous documenter, découvrir de nouvelles facettes de la culture, partager aussi avec les intervenants que nous avons fait venir. Je dirais, c'est une habitude qu'on prendra que de se réunir comme ça sur des thématiques novatrices et de faire en sorte que nous puissions apporter de l'eau à notre moulin. Alors, chose particulière, cher professeur, je suis ravi de vous avoir avec nous. Ça a été un honneur considérable d'avoir le professeur Théophile Obenga. Vous voyez, on fait des rêves. On fait des rêves et puis on a des rêves qui deviennent réalité. Hein. Donc, l'Afrique, c'est aussi le Père Noël. Vous voyez, on peut confier nos rêves et les rêves se réalisent. Alors la chose, c'est que je voulais m'adresser plus particulièrement aux enseignants, aux responsables pédagogiques, tout simplement parce que le but du jeu, c'est de pouvoir utiliser des matériaux que nous avons, des choses que nous voyons, pour lesquelles nous n'avons pas toujours la réflexion, non seulement en termes de possibilités d'expression d'une pédagogie basée sur des choses qui représentent une importance culturelle pour nous, et aussi le lien avec des univers donc pédagogiques d'apprentissage, des mathématiques et de la géométrie et autres. Et c'est pour ça que je voulais parler de la tradition textile africaine, de la géométrie, des maths d'une façon générale. Alors je vais rappeler qu'on a quand même l'Institut d'histoire à Nijar, donc où on étudie les Médounétchères, les civilisations, la science et la technique, l'historiographie des religions, la philosophie et le Yovoda. C'est quand même important. Vous voyez, on fait le colloque. On a essayé de vous permettre de disposer d'une documentation, mais c'est vrai que dans le cadre des cours, vous repartez avec la documentation automatiquement, donc c'est ce qui est aussi très intéressant. Donc je rappelle qu'on a cours soit le mardi soir, ceux qui peuvent le mardi, ou le mercredi soir, en fin de journée à partir de 18h30, et que nous ne sommes pas très loin, à Bémaou, à Jarry, où nous avons la possibilité de vous recevoir en famille aussi pour prendre des cours. Alors, je voulais tout simplement aborder une chose, c'est ce fameux tissu africain. Parce que c'est, vous voyez, le tissu africain, c'est quelque chose que nous voyons, que nous portons, qui a beaucoup de motifs, qui est très coloré et qui a véritablement une signification assez particulière. Mais là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que, vous savez, lorsque on se pose la question de savoir, mais toutes ces formes, toutes ces couleurs, cette façon d'agencer des motifs géométriques, d'où ça vient? Parce qu'on voit bien que quand on est à travers le monde, il y a une identification du monde noir qui se fait par les formes des tissus et des motifs qu'on a sur les tissus. Et au demeurant, on a des couturiers, des couturières aujourd'hui qui savent véritablement travailler les matériaux de manière à faire en sorte que les réalisations soient de plus en plus belles. Mais il y a une chose qui est assez surprenante. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de ce tissu, de ces motifs, on a l'impression que cela nous renvoie à la période que j'appelle l'Afrique impériale, c'est-à-dire l'Afrique des grands empires. Mais ce qui est très surprenant, voyez-vous, mais vraiment très très surprenant, c'est que lorsque on prend les représentations, les statues, les peintures, donc des femmes donc de l'époque, on voit que les tenues étaient plutôt des motifs unis en termes de couleurs. Voyez? Donc on ne peut pas, comme ça, de but en blanc, faire le lien entre l'Égypte noire pharaonique et cette tradition que nous avons, en fait, du tissu africain et de ses coloris. Et pourtant,
c'est le berceau de naissance de ce que nous appelons le tissu africain. Mais où trouver ce fameux tissu africain? Eh bien, je vais vous dire une chose qui est somme toute assez surprenante. C'est que quand vous rentrez dans un tombeau pharaonique, si vous levez la tête, vous allez voir que le tissu il est au plafond. C'est-à-dire que c'est assez particulier. Vous voyez, donc ici, vous avez le texte en Medunetcher, mais le plafond, ce sont nos motifs des tissus africains. Vous voyez? Donc, c'est quand même assez particulier de retrouver, comme ça, dans la décoration des tombeaux, des fresques, vous voyez, qui sont, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le plafond, c'est la déesse Nout. Eh bien, manifestement, il y a des plafonds qui sont des plafonds décoratifs. Vous voyez, par exemple, des choses comme ça, qui est une décoration d'un plafond pharaonique, eh bien, nous avons encore aujourd'hui, regardez, je vous montre une image, tout ça, ce sont des motifs de décoration de plafond pharaonique, et pourtant, ce sont des tissus que nous voyons quand on va au marché. Donc, c'est quand même très surprenant de voir qu'en fait, ces formes-là, on les avait enregistrées dans le subconscient, et c'est pour ça qu'elles nous parlent. Parce que vous savez, quand on est couché, ben voilà, on regarde le plafond, et donc à partir de là, c'est là où on retrouve donc toutes ces formes-là, d'une façon générale. Donc voilà en fait quelque chose qui montre le lien, depuis une antiquité lointaine, entre ces motifs de tissu, de décoration au niveau des plafonds, des tombeaux, et ces tissus que nous portons aujourd'hui. Donc ils n'étaient pas portés à l'époque, mais ils existaient. Alors, chose vraiment particulière, c'est que lorsqu'on prend les atlas, donc des motifs de décoration, vous voyez, et c'est là qu'on voit que, ben, effectivement, tout ça, ce sont des décorations de plafond pharaoniques. Vous voyez? Donc tous ces motifs-là qu'on retrouve, regardez ceci, vous retrouvez ça dans un tissu africain aujourd'hui, sauf que vous ne faites pas le lien, regardez ça, vous ne faites pas le lien avec l'Égypte noire pharaonique. Vous voyez? Et c'est pour ça que très souvent, quand on fait les photos des tombeaux, on ne monte pas le plafond. Vous voyez, on ne monte pas le plafond parce que, voilà, ça fait à qu'un moment, quoi. Hein, on est rentré à la maison. Donc, vous voyez, tout ça, vous regardez ça, ce sont encore des motifs qu'on a aujourd'hui. Tout ça, ce sont des motifs que nous portons. Vous voyez, nous portons ces motifs. Hein, donc, il faut voir maintenant, je dirais, l'intériorité et l'importance de ces tissus, et que ça peut être intéressant de faire le lien, hein, parce que peu de personnes savent en réalité, hein, que les plafonds des tombeaux pharaoniques étaient décorés avec les mêmes motifs qui sont sur nos tissus aujourd'hui. Très peu de personnes savent ça. Ça, c'est le scoop de Motunde. Bon. Non, mais c'est vrai. Il faut le dire. Bon. Maintenant, la chose, c'est qu'il y a, dans la dimension de la création africaine, une chose qui est assez parlante, c'est la notion de symétrie. On le voit sur les stèles, certaines statues, mais cette notion de symétrie, vous voyez, quand on a une coiffure, on voit bien qu'on a là une symétrie bilatérale qui est parfaite. Vous voyez? Et justement en géométrie, parce que la symétrie, c'est une notion de géométrie. Vous voyez, la symétrie est la correspondance exacte entre deux figures, dimension, forme et angle, par rapport à un axe, donc la symétrie axiale, voire un centre, la symétrie centrale, ou encore par rapport à un plan. La symétrie axiale ou symétrie orthogonale en angle droit est la symétrie de deux figures par rapport à un axe, à savoir donc une droite, et la symétrie centrale est la symétrie de deux figures par rapport à un point. Donc, à partir de là, il y a des exercices qu'on donne aux jeunes à faire dans les collèges et les lycées. Vous voyez, la notion d'axe de symétrie, on dit voilà, la figure F est symétrique à la figure F' par rapport à l'axe central D. Il s'agit ici d'une symétrie axiale, donc avec l'axe central qui est la ligne droite, donc la droite D. Vous avez après des symétries centrales, donc la figure F est symétrique à la figure F' par rapport au point O, vous voyez, qui est au milieu donc des deux formes. Il s'agit d'une symétrie qu'on peut qualifier de diagonale de centre O. Donc là, ça devient intéressant, parce qu'on pourrait remplacer tout cela par des éléments de culture. La chose, c'est que les anciens ont constaté que le Créateur a créé dans la création des êtres qui fonctionnent dans leur représentation esthétique en symétrie. Vous voyez? Et cette symétrie qu'on qualifie de bilatérale, c'est pratiquement tout le règne animal. Vous voyez? Donc on voit qu'on a des symétries parfaites, le papillon, la grenouille, le cheval, enfin vraiment, c'est extraordinaire. Et chose particulière, vous voyez,
ici, vous avez des symétries bilatérales, c'est-à-dire que lorsqu'on coupe l'objet ou l'être en son milieu, eh ben, on a la répétition, c'est-à-dire on peut supprimer une partie, dupliquer l'autre partie, la remettre, et on aura à nouveau la lettre qui sera totalement parfaite. Donc, cette symétrie, c'est une symétrie qui est, je dirais, la beauté du canon artistique de la création. C'est-à-dire la création a un canon artistique dans lequel elle magnifie la symétrie. Et cette symétrie, vous voyez, quand on la regarde, quand on peut la voir et qu'on la constate, on se rend compte que ça fait partie de ce qu'on appelle l'essence de la beauté. Vous voyez, au-delà donc de la beauté mathématique avec le nombre d'or et autres, mais ne serait-ce que déjà cette symétrie, ça donne déjà une idée du canon esthétique de la beauté. Vous voyez? Et donc, tout cela, ça doit nous porter non seulement vers des éléments de réflexion, c'est-à-dire comprendre le sens de notre culture, mais aussi c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer lorsqu'on fait des inventions. C'est-à-dire c'est un champ ouvert de réflexion qui nous permet tout simplement d'inventer des choses et des choses qui ont un fondement dans notre vision culturelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la symétrie radiale. Vous voyez, radiale, c'est-à-dire que peu importe, donc on a découpé un objet en quarts, et chaque quart est symétrique par rapport aux trois autres. Et ça, c'est intéressant de pouvoir voir ça. Maintenant, quand vous allez dans le jardin, vous avez aussi la possibilité de voir des fleurs en symétrie, généralement les orchidées par exemple, symétrie radiale, vous voyez, symétrie bilatérale, et de voir des plantes qui ne sont pas symétriques et d'autres qui le sont vraiment. Donc, il y a dans cette partie, parce que c'est ce qu'il y a de beau dans nos jardins, c'est-à-dire dans les jardins, on a la possibilité de retrouver à la fois cette beauté sous la forme mathématique, mais aussi sous la forme géométrique. Vous voyez? Et ça fait partie des choses qui sont importantes à souligner. Maintenant, si on reprend le tableau, donc le plafond pharaonique, où on a cette symétrie axiale, on voit qu'on peut travailler avec des enfants, vous voyez, à partir de l'axe central, dégager, vous voyez, des éléments de symétrie. Parce qu'on a effectivement de deux côtés des symétries qui sont parfaites, à partir du moment où on a dégagé l'axe de symétrie. Donc cette fameuse droite D qu'on avait vue tout à l'heure. Donc ce qui veut dire qu'on peut, à partir d'un matériau génial, qui est le tissu africain, commencer à rentrer dans une réflexion. Vous voyez, par exemple, vous avez ce motif-là, eh bien, on peut commencer à rentrer, vous voyez, dans un travail d'exercice. On va demander à l'enfant de trouver l'axe de symétrie de manière à faire en sorte qu'il puisse commencer les calculs. Alors, même sur des tissus, vous voyez, assez particuliers, on retrouve donc cet axe central de symétrie et on a les motifs de part et d'autre, donc qui montrent qu'il y a une réflexion qui est menée à ce niveau-là. Et je voudrais vous montrer par exemple un autre tissu, celui-là, donc qui est assez intéressant pour ses qualités pédagogiques, avec une symétrie centrale, c'est-à-dire que si on prend le point ici, eh bien, on se retrouve avec une symétrie centrale et une symétrie radiale par la même occasion. Et même un tissu comme ça, vous voyez, là c'est très beau, parce que quand vous tirez les droites, vous voyez, on a quelque chose de très intéressant. Donc ce qui fait que là-dessus, on peut utiliser ces matériaux, vous voyez, et demander à l'enfant de réaliser maintenant la forme sur le papier. Alors je vais vous montrer des exemples. Je vais rallumer la barre Bluetooth. Je vais vous montrer des exemples où le travail peut se faire, c'est-à-dire on prend un motif et on va le travailler de façon maintenant totalement pédagogique avec un discours mathématique et géométrique derrière. Vous voyez, je vous montre cet exemple-là. On demande de construire le symétrique de chaque cercle par rapport à la droite D. Je sais que le symétrique d'un cercle par rapport à une droite est un cercle de même rayon. Donc le symétrique de ce cercle-là sera un autre cercle qui va se trouver quelque part ici, et puis ces deux cercles dans le même rayon. Pareil pour les deux, et pareil ici pour les deux qu'on va trouver. Alors, je dispose d'un point important du cercle qui est son centre.
Ici, comme c'est le point O, je vais dans un premier temps construire le symétrique du point O par rapport à la droite D. Donc pour cela, je prends mon équerre et je construis la perpendiculaire à la droite D qui passe par le point O. Donc je vais prolonger cette perpendiculaire ici. Ensuite, je prends mon compas, je prends la mesure de ce segment que je reporte de l'autre côté de ma perpendiculaire et ça va me donner le point O', qui est le centre de mon nouveau cercle. Il me faut le rayon ensuite, pour ensuite construire ce cercle. Comme je sais que ces deux cercles ont le même rayon, il me suffit de connaître le rayon de ce cercle. Alors je vais reporter la longueur du rayon tout simplement en piquant mon compas au centre et en écartant jusqu'à atteindre un point du cercle. Et voilà, ici j'ai mon rayon. Maintenant pour construire le cercle, je pique en O', et là je construis mon cercle. Voilà. Ces deux cercles sont symétriques par rapport à la droite D et ils sont de même rayon. C'est vraiment très intéressant, vous voyez, parce que là, vous commencez à voir une chose, c'est-à-dire en partant d'un motif qui serait le nôtre, tout simplement, on aurait la possibilité, vous voyez, de travailler sur des matériaux qui, non seulement pourraient éveiller l'enfant à la nature, je dirais mathématique de sa culture, mais l'emmener tout simplement à valoriser son patrimoine dans le cadre d'un exercice de géométrie. Alors tout ceci est quand même relativement sérieux dans la mesure où, vous voyez, je vous ai pris par exemple un autre petit document où vous avez justement une démarche qui est faite. Vous allez voir comment cette notion de symétrie, c'est un des éléments d'acquisition de compétences très importants dans la formation des jeunes au collège et au lycée. À retenir dans cet épisode. Que devons-nous retenir de tout cet épisode? D'abord, la définition et le vocabulaire associés à la symétrie axiale. M' est le symétrique du point M par la symétrie axiale d'axe D, signifie que D est la médiatrice du segment MM'. La droite D est appelée axe de symétrie de la symétrie axiale. Et le point M' s'appelle le symétrique ou l'image du point M par la symétrie axiale d'axe D. Ensuite, nous avons vu deux propriétés essentielles associées à la symétrie axiale concernant la droite et le segment. La première est que la symétrie axiale conserve l'alignement, et ainsi l'image d'un segment est un segment, l'image d'une droite est une droite. La deuxième est que la symétrie axiale conserve le parallélisme. En d'autres termes, l'image de deux droites parallèles est deux droites parallèles. Dans une troisième partie, nous avons vu les propriétés de la symétrie relatives aux cercles et aux angles. La symétrie axiale conserve les longueurs, et donc l'image d'un cercle est un cercle de même rayon, et dont le centre est l'image du centre par la symétrie axiale. En outre, nous savons que la symétrie axiale conserve les angles. L'image d'un angle est un angle de même mesure. Vous voyez, donc il y a finalement un gisement de connaissances pédagogiques qu'on peut tout simplement élaborer à partir simplement de motifs émanant d'un tissu africain. Donc, c'était pour vous montrer qu'il y a quand même une profondeur pédagogique assez intéressante et pertinente, pour peu que je dirais, nous soyons dans le cadre vraiment de ce qu'on appelle l'estime de soi, parce que vous savez que les enseignements ont montré que à partir du moment où l'élève n'est plus le sujet de l'enseignement, il y a un facteur démotivation qui naît de fait. Quand il est sujet de la thématique d'enseignement, il y a un facteur motivation qui apparaît de fait. La chose, c'est que les enseignants se retrouvent aujourd'hui pris dans un piège. Le piège, c'est quoi? Ce sont des matériaux qui émanent de cultures pour lesquelles nous n'avons pas forcément les mêmes affinités. Et la chose, c'est que, au-delà de la problématique de l'aliénation culturelle, il y a aussi le fait que lorsque on doit former des décideurs de demain, ils ne doivent pas remettre en question le potentiel intellectuel de leur culture. À partir du moment où il y a une remise en question du potentiel intellectuel de sa culture, il y a véritablement un déficit à tous les niveaux. Et la première chose que je dirais, c'est que lorsque l'individu est décideur et qu'il
recherche donc des solutions, il a l'impression que sa culture, donc la population locale, n'a pas la solution, puisqu'on ne lui a jamais présenté les solutions de sa culture dans ces domaines-là. Donc il va chercher en Russie, après on va créer un consulat russe en Guadeloupe, on va chercher en Pologne, on va créer un consulat polonais en Guadeloupe, on va créer un pôle emploi pour, machin, mais on voit que certains qui viennent de très loin, sont très copains avec Paulette, et que ceux qui sont là ne connaissent pas Paulette, n'ont même pas son adresse email, ni son WhatsApp. Vous voyez l'affaire? Donc tout ça pour dire que il faut comprendre que plus on deviendra sérieux dans le cadre de la transmission des savoirs et des acquis pédagogiques, plus on aura des décideurs qui seront performants et pertinents dans la recherche de solutions. Je le dis parce qu'on n'avait pas besoin de faire un colloque mondial pour régler le problème des sargasses. Il y a des cerveaux en Guadeloupe, on s'assied, on règle le problème. Vous comprenez? On n'a pas besoin de savoir ce que Sainte-Lucie a fait pour voir comme si nous, on n'est pas capable de proposer quelque chose. Et chaque fois, le moins de problèmes qu'on a chez nous, on se transforme en mur des lamentations. Vous voyez, c'est la journée des pleurs en permanence. Et on a quelque chose qui vire plus au business que à la recherche de la solution. En tout cas, moi, je me comprends. Voilà. Parce que moi, de ce que j'ai vu plus du business que vraiment la recherche de la solution sur les sargasses. Bon, bref. Toujours est-il que il y a ce qu'on appelle la notion de pédagogie culturelle. Alors, je rentre dans plus de détails. Vous voyez que dans le cadre des exercices qui sont demandés aux enfants, dans le cadre de la formation, plutôt que d'avoir des formes qui ne nous parlent pas, culturellement parlant, eh ben, vous voyez qu'on peut très bien remplacer ces formes-là par des formes qui seraient des formes qu'il y aurait dans nos tissus et qui amèneraient tout simplement l'enfant, comme faisaient nos ancêtres à l'époque de l'Égypte avec le rapport de proportion des carreaux, eh ben, reproduire la forme dans le système de carreaux et dupliquer la forme de l'autre côté. Mais simplement, au lieu d'avoir ça, on aurait ça. Vous voyez, on aurait des choses qui seraient proches de nos valeurs, de notre culture. Vous voyez, on peut très bien prendre un tambouka et travailler la symétrie sur un tambouka. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Pourquoi on va prendre une tarte à la fraise, machin? Il faut être quand même un petit peu sérieux. Il faut jouer à domicile. Il y a certains matchs qu'on ne joue qu'à domicile. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut pouvoir identifier les symétries. En fait, les symétries sont, vous voyez, on peut très facilement, dès qu'on a compris la logique de la symétrie bilatérale, radiale, axiale et compagnie, symétrie de plan, on peut très vite, vous voyez, retrouver, parce que, vous voyez, quand on dit qu'il faut, à partir du moment où on a identifié le centre du cercle tracé, donc à partir de l'axe de symétrie, la symétrie du cercle, ben on a des tissus qui nous permettent de faire tout ça en matériaux pédagogiques, vous voyez. Donc c'est plus intéressant. Et on pourrait aborder la question des couleurs. La chose, donc effectivement, il y a concevoir les symétries, et il y a après une réflexion que mène l'initié quand il crée ces formes-là, c'est ce qu'on appelle la translation. Alors la translation, c'est quelque chose d'assez particulier, mais effectivement, au-delà de la logique de la symétrie, il y a une logique de translation lorsqu'il crée le motif. Alors c'est quoi? C'est-à-dire que la translation, c'est-à-dire que vous avez ici la translation, donc, est le fait de reproduire une forme sans rotation, sans retournement ni déformation de la nature et de la forme. C'est-à-dire qu'on va répéter selon une distance précise la même forme avec des intervalles, mais sans modifier la forme. Vous voyez? Donc ça, il y a beaucoup de tissus, effectivement, où on est dans le cadre d'une translation simple. Mais vous avez des tissus où la translation est réflective. C'est-à-dire que, là, vous voyez, la translation réflective, c'est le fait de reproduire une forme à une distance constante avec une rotation et un retournement par rapport à l'axe central sans déformation de la forme. Vous voyez? Et donc ça, c'est intéressant de le voir dans le tissu. Il y a aussi la notion de réflexion verticale. C'est-à-dire, cette réflexion verticale, c'est que la forme, on va la dupliquer de l'autre côté, vous voyez, à partir de l'axe toujours. Donc la réflexion est dite verticale lorsque la forme initiale a subi une rotation horizontale par rapport à un axe vertical. Donc vous voyez qu'on peut rentrer dans certains détails au niveau des tissus et avoir une approche pédagogique
assez particulière. Bon, il y a la réflexion horizontale. C'est-à-dire, en fait, lorsque la réflexion elle est dite horizontale, lorsque la forme initiale a subi une rotation verticale par rapport à un axe horizontal. Vous voyez, l'axe est horizontal et on fait la translation verticale. Donc là, il y a effectivement des formes qui sont comme ça. Vous avez aussi des réflexions complètes, c'est-à-dire que la forme elle est dupliquée une première fois par rapport à l'axe horizontal et elle est dupliquée cette fois-ci par rapport à l'axe vertical. Donc ce qui veut dire qu'on peut rentrer dans la structure même de la réflexion de celui qui a conçu en fait la géométrie qui est à l'origine donc du tissu et qui fait la forme et la répétition de la forme. Vous voyez, donc c'est juste pour vous donner des exemples qu'on peut cascode, pédagogiquement parlant, marronner quoi. Parce que vous voyez, hein, pas faire que du marronnage physique, mais du marronnage intellectuel. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai vécu à Cap-Esther pendant 4 ans. Il y avait Papa Yaya, Gérard Lauriette, qui était le grand maître cascodeur par excellence de la Guadeloupe. Vous voyez, qui a bien cascodé toute sa vie. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'étais allé dans son école et de voir comme ça les conjugaisons en créole et compagnie, je disais mince, on est loin de ce que nous apprenons à l'école classique de l'éducation nationale et colonialiste. Donc tout ça pour dire que cette réflexion, attention, vous savez que la réflexion, justement, se mène aussi dans la culture occidentale, puisque c'est quelque chose qui, ça les intéresse naturellement, les structures de tissus, toutes ces choses-là. Et donc, ils font des t-shirts, ils font des vêtements, ils font des sacs où on a ces symétries radiales, bilatérales, avec des formes qui leur parlent eux. Vous voyez? Donc, mais en tout cas, ça vous montre qu'il y a cette réflexion qui existe à ce niveau-là aussi. Alors, chose particulière, c'est que dans le fonctionnement maintenant de cette géométrie, il y a quelque chose de très surprenant que je voudrais vous montrer. En fait, la forme est un quart de forme. Parce que dès que vous avez élaboré votre équation de translation, il vous suffit d'avoir un quart de la forme et vous pouvez recréer l'intégralité du tissu. Et c'est ça qui est à la fois intéressant. Ça veut dire qu'avec un algorithme qui reconstitue une information, le quart d'une information suffit pour reconstituer la totalité de l'information. Et là, ça devient intéressant parce qu'on arrive dans un autre univers. Alors, je vais vous montrer justement ce que ça signifie à ce niveau-là. Alors, je crois que c'est effectivement ce document-là. Est-ce que la baffe est ouverte? Oui. Voilà. Voilà, je vais vous montrer ça. Et on va aller directement dans un modèle. Voilà, alors justement, je vais faire avancer pour avoir... Voilà, donc on va avoir ce modèle-là, donc qui est un modèle, je dirais, en fait, fragmentaire de la dimension du tissu. Et vous allez voir que on a le schéma de translation, on met le quart de la forme, et on sait comment on va reconstituer la totalité de la forme. Vous voyez? Regardez le principe. Voilà. Vous voyez, ici, la forme subit un décalage lorsqu'il y a la rotation verticale par rapport à l'axe horizontal. Et donc, on s'aperçoit qu'on peut reconstituer, vous voyez, les codifications de tous les motifs des tissus africains en identifiant le schéma de l'algorithme de translation. Et vous voyez, chaque fois, on part sur une portion de l'information. Et parce qu'on a l'algorithme de translation, on peut reconstituer la totalité du tissu. Vous voyez? Parce que après, ce sont des symétries verticales et horizontales. Mais ce qu'il y a là, c'est dans le fond très, très pertinent, parce que ça voudrait dire que dans la technologie, prenons une clé USB,
il serait possible, au lieu de stocker beaucoup d'informations dans la clé, il serait possible en fait de n'avoir qu'un quart de l'information et avec un algorithme qui pourrait reconstituer la totalité de l'information lorsqu'on a besoin de tel ou de tel fichier. En tout cas, moi je vous dirais que moi il y a une chose que j'ai compris très tôt à l'école. Dans une page, il y a des mots-clés. C'est pas la peine d'apprendre la page, c'est pas la peine d'apprendre ses devoirs. Il suffit de connaître les mots-clés parce que quand on dit maison, on dira toujours la maison. Vous voyez, on va jamais se tromper sur les articles. Donc quand vous supprimez toute une série de mots inutiles et que vous gardez que les mots-clés, eh ben, vous avez la possibilité de résumer un livre très épais avec 2 fiches parce que vous avez les mots-clés de chaque page. Et ce que je dis, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je vous dis que si le motif du tissu africain a un secret, qui est la translation, si ce motif peut être saisi par le quart de l'information, par les duplications et les translations, je peux reconstituer la totalité du tissu africain à partir simplement d'un quart d'information. Et la chose, je vous montre que ça fonctionne. Voyez ? Donc ça, c'est important de pouvoir le voir parce que ça veut dire que là, par contre, ça devient intéressant. Vous voyez, on est parti dans des histoires de géométrie et là, on est en train de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que notre culture, elle est comme ça, c'est un puits sans fond. Donc ça montre qu'on peut faire des choses très pertinentes et très intéressantes sur le continent africain et aussi dans le monde panafricain, de manière à éveiller nos enfants à la connaissance et à l'intelligence, mais en utilisant des matériaux qui sont beaucoup plus, je dirais, connectés à la vision de nos ancêtres. Et puis ça permet à l'enfant de ne plus regarder le tissu africain comme un étranger, comme un touriste. Il va pas pouvoir voir instantanément, tiens, ça c'est une structure radiale bilatérale avec une rotation verticale, tout ça. Est-ce que oui, il a fait un symétrique? Voilà, ça va aller très vite. Donc c'est ce que je voulais vous montrer parce que ce sont des choses importantes et pertinentes. Voilà. Alors, autre chose dans tout cela, il y a dans ce motif autre chose. C'est la notion de pavage. Voyez-vous, la notion de pavage qu'on découvre sur l'os de Blombos, donc qui est le début du pavage avec le pavage par triangulation, on voit que ça fait partie, vous voyez, ici, là, vous voyez, différents types de pavage. Nous sommes purement dans de la géométrie, mais quand vous regardez ces pavages-là, vous dites, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, mon tissu africain. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, ce qui montre bien, vous voyez, qu'il y a des passerelles assez surprenantes qu'on peut faire par rapport à certaines sciences, par rapport à nos matériaux. Vous voyez? Et donc, lorsqu'on dit, voilà, un pavage est un recouvrement du plan sans espace et sans chevauchement, eh ben, on a justement les pavages réguliers, il y en a 3, et justement, le Blombos, c'est la triangulation, et les abeilles, donc c'est ici le pavage hexagonal, et il y a des pavages semi-réguliers. Et donc, dans tous ces pavages semi-réguliers, vous voyez, donc on a dans le tissu africain des pavages réguliers et des pavages semi-réguliers qui servent de fondement à la réflexion de la translation. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez surprenant. Donc, qui fait que quand on repart dans la réflexion par rapport à nos tissus africains du départ, on se dit, mais tissu africain, mais tu as beaucoup de choses en fait. Quand tu te mets à parler, quand on prend le temps de t'écouter, mais tu as beaucoup de matériaux, il y a beaucoup de choses qu'on peut commencer à créer, imaginer, qui nous permettraient en fait de sortir de la nasse occidentale, on se comprend. Et donc, à partir de là, voyez-vous, il y a donc dans la notion de duplication, maintenant, donc la duplication des motifs culturels, quelque chose d'assez particulier. C'est lorsque on part sur une translation complète, et vous allez voir justement la reconstitution de cela. C'est-à-dire que vous avez ici un quart d'information. Et à partir de ce quart d'information, l'enfant peut reconstituer la totalité du tissu. Parce qu'il sait qu'il y a un axe vertical qui va permettre de faire la symétrie, vous voyez. Et après, à partir de là, il refait, dès qu'il a fait cette symétrie, il la refait dans l'autre sens. Et il a le motif de base, vous voyez, et après c'est une affaire de symétrie. Hein. C'est-à-dire ce motif-là, il va le dupliquer de chaque côté par rapport à l'axe de symétrie, et il a reconstitué le tissu. Et lorsque vous voyez justement ceci,
vous vous rendez compte qu'en fait, on a parfaitement la possibilité de faire tout ça. Et justement, je voulais vous montrer comment, maintenant, sur ce genre de choses, on a, justement, je vais vous montrer ça, voilà, comment on a déjà des personnes qui ne sont pas forcément issues de notre culture, mais qui ont déjà vu l'enjeu de tout cela. Vous voyez, je vous montre ça. These symmetrical two-dimensional patterns. All these patterns can be described by one of only 17 of the so-called wallpaper groups or plane groups. This means, concerning their symmetry properties, there are only 17 principally different repeating patterns in the plane. Of course, there are more possibilities to design different cloths, textiles, wallpapers, or the like, because the motif can be different. It can have shapes whatsoever. But concerning the periodic arrangement, this is restricted to only 17 possibilities. Once more, remember, the reason for this is based on the fact that the different kinds of symmetry elements cannot be combined arbitrarily, because some are not compatible with the repeating lattice. Let's look at some of these patterns more closely. For instance, this one here. Obviously, this five-fold rotational star is repeated in a simple, primitive manner, building a primitive unit cell. And in addition to this translational symmetry, only mirror symmetry in one direction is present. If you look at this pattern over here, with these flowers as motif on a green background, we see a centered cell, again only combined with mirror symmetry in one direction. This is different in this pattern over here, in which also a centered cell is present, but here vertical as well as horizontal mirror planes are present. And as we know from the past units, two mirror planes which are perpendicular to each other do automatically generate a twofold axis of rotation. Other patterns, for example this one over here, show rotational symmetry of higher order. Here, a six-fold rotational symmetry is present. This can be combined also with mirror symmetry, as realized in this pattern. But if you look at this pattern here at the bottom right, then we see something, apart from the mirror symmetry, which we haven't discussed so far. There are some parts of the motif which show translation, but they are not only translated, but simultaneously mirrored when going from one motif to another. It will turn out that this symmetry relationship can be described with a so-called glide plane. Okay, let's approach the glide planes more rigorously. Voyez-vous, donc, la chose, et c'est ce que je voulais avoir simplement l'opportunité de vous présenter, c'est que nous avons des matériaux qui sont des matériaux assez pertinents dans le cadre de l'enseignement et de l'éveil de l'intelligence et qui sont arrimés profondément à notre culture. La chose maintenant, c'est qu'on a juste besoin d'hommes et de femmes de bonne volonté. Vous savez, il y a eu un livre scolaire qui a été fait par les enseignants ici qui s'appelait Apache Elchek qui libérait Nègre. Ce n'est pas un ouvrage de l'éducation nationale. Ce sont les enseignants guadeloupéens même qui se sont donné les moyens de faire cet ouvrage. Vous voyez l'affaire ? Il serait peut-être temps de faire un ouvrage dont le titre sera « Ce n'est pas l'Occident qui rendra les Noirs intelligents, c'est les Noirs eux-mêmes » en produisant leurs propres matériaux pédagogiques. Voilà, je vous remercie, mes frères. Je vous remercie. Oui, merci. Donc, je suppose qu'il y a juste une question. C'est ça? Non, je rigole. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, le micro va se balader dans le public. Même ce que vous pensez de ce que... Il est où le deuxième micro? Ah, c'est bon. Oui, ça arrive, ça arrive.
Bonsoir. Bonsoir. Il faut que je me lève. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette présentation sur le textile, parce que c'est mon domaine de prédilection. Ah. Et ce que je trouve bien, c'est d'avoir ciblé l'origine exacte de ces patterns, ce qu'on appelle dans mon domaine des patterns. Effectivement. Voilà. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a 2 ans de ça, j'ai été au Sénégal et on a parlé de textile, de tissu. Et il y a une télé régionale qui m'a posé la question, à savoir qu'est-ce qui m'attirait justement chez eux au niveau de leur mode vestimentaire, etc. Quelle était pour moi leur richesse. Et je leur disais, pour moi, la plus grande des richesses que vous avez, ce sont vos tissus dans mon domaine. Et ils m'ont dit, quel tissu? Parce qu'ils savaient où ils voulaient m'emmener. Et je leur ai dit, mais le wax. Ils m'ont dit, mais le wax ne nous appartient pas. Et je leur ai dit, OK, peut-être que le mot wax ne vous appartient pas, mais pour moi, les fractales vous appartiennent. Ce que je trouve dommage, c'est que moi, je n'ai pas eu cette information avant, parce que cela aurait été un plaisir immense de pouvoir leur dire que ça vient d'Afrique, que ça vient de la source. Et aujourd'hui, je suis contente également d'avoir à mes côtés un ancien inspecteur de l'académie, pour qu'il puisse entendre ce que j'ai à dire. Oui. Et au niveau de la pluridisciplinarité, on a travaillé, du moins il a été l'une des personnes qui a voulu propulser justement cette notion de pluridisciplinarité. Parce que mon monde, c'est le monde du textile, c'est le monde de la mode. Mais avec la mode, je suis aussi un architecte du vêtement et je suis spécialisée en impression sur textile. Donc, dans ce domaine-là, on retrouve quoi? On retrouve les mathématiques, on retrouve naturellement la géométrie, on retrouve le français, on retrouve l'histoire, on retrouve toutes les disciplines que l'académie, mais je ne parle pas d'académie, parce que pour moi, c'est un vain mot. On retrouve toutes les disciplines qu'un individu, qu'un être humain doit maîtriser pour pouvoir aller de l'avant et surtout mettre du sens sur ce qu'il apprend. Au niveau de s'il y a un établissement scolaire, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en disponibilité pour des raisons personnelles, mais s'il y a un établissement scolaire tel que Bainbridge, où il y a la mode, où il y a le général, ou Saint-Claude, où il y a ces 3 disciplines-là, peut-être Capesterre, mais je ne sais pas. S'il y a au moins ces 3 établissements scolaires qui peuvent faire le lien avec le wax, non pas en disant que c'est un tissu qui est africain, mais en prenant l'origine de ce tissu-là, et en faisant appel à vous également, pour pouvoir leur expliquer l'origine et tout ce qu'on peut faire avec. Je pense que ce n'est pas un projet un seul établissement qu'on fera, c'est un projet de toute la Caraïbe qu'on pourra faire. Voilà, c'est ce que moi je pense. Vous savez, moi je vous dirais que Anija est aussi maison d'édition, voyez, et on a une particularité, tout ce qui ne nous concerne pas, vous n'avez aucune chance d'être publié par nous. Maintenant, c'est une maison d'édition ouverte, c'est-à-dire que moi, j'ai des tonnes de matériaux, mais je n'ai pas le temps, parce que ce n'est pas aussi mon domaine. Moi, ce que je veux, c'est avoir des gens qui s'intéressent à la pédagogie et qui comprennent qu'on peut faire d'un enfant à 9 ans un ingénieur. Parce que la pédagogie africaine, elle est très particulière. Vous avez vu, par exemple, en mathématiques, je vous dis que des enfants de 4 ans nous sortent des algorithmes mathématiques, informatiques, lorsqu'on les a fait aborder l'informatique par les mathématiques africaines. Des fois, on est sans voix lorsqu'on voit l'enfant rentrer dans les nombres binaires et nous sortir les chiffres en binaire directement. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une époque où on a cru que nous n'avions pas de matériaux.
moi je vous dis que l'Afrique a tellement de civilisations, le continent est tellement immense, on est embarrassé avec des matériaux. Maintenant, il faut des regards capables de voir ces matériaux. Il faut que vous ayez la possibilité de voir les mathématiques dans un coco, les mathématiques dans un corosol, les mathématiques, voilà, c'est ça dont je parle. Vous voyez, j'ai la chair de poule, je fais des interventions dans une école, je dis aux enfants, venez, on va dans la cour de récréation, on ramasse des amandes, on ramasse des fleurs, on revient dans la salle de cours, on analyse, on dissèque, on voit les mathématiques, on voit les duplications, on voit tout ça dans des éléments qu'on a ramassés dans la cour de récréation. Et c'est le directeur d'établissement qui dit, mais c'est très surprenant cette démarche-là. Mais parce qu'il faut qu'il y ait la proximité avec le savoir. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il faut que nous ayons une pédagogie de proximité. C'est-à-dire, l'enfant ne doit pas voir le savoir comme étant quelque chose d'extérieur à la Guadeloupe. Il faut qu'il puisse voir ce savoir-là quand il est à la plage, quand il est à la montagne, quand il est à la rivière. Il faut l'emmener à voir ça. Ça veut dire ouvrir les yeux pour voir ce que l'intelligence doit voir. Vous voyez? Et c'est de ça dont sachez. En tout cas, sachez que nous sommes totalement ouverts pour travailler avec vous, parce qu'il y a beaucoup de photos de plafonds de l'Égypte pharaonique, et il y a beaucoup de tissus qui sont la photocopie de ces plafonds. Effectivement, au niveau de l'Afrique, ce n'est pas un discours, pour le moment, qui est connu. C'est-à-dire les gens ne savent pas, sur le continent africain, quelle est l'origine des motifs des tissus africains. Vous voyez, ça, pour le moment, ça ne se sait pas. Le support qu'ils avaient. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le support qu'ils avaient pour pouvoir étayer leur thèse que les tissus wax ne leur appartiennent pas, c'est un livre qui s'appelle Le Wax, je crois, que j'ai acheté, qui a été fait par une femme avec 20 ans d'expérience et qui leur explique par A plus B que ça vient de la Hollande. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Totalement. Non, mais c'est pas étonnant. D'accord? Cheikh Anta Diop a dit que quand vous lisez les livres, c'est en vain qu'on trouverait au fin fond de l'Afrique équatoriale une civilisation ayant fait preuve d'intelligence, mais une intelligence nègre. Parce qu'on veut toujours délocaliser l'intelligence du continent africain. Vous voyez? Donc ça, c'est important de comprendre à quel jeu l'adversaire joue. Vous voyez? Mais il faut aussi apprendre une chose. Laissez l'adversaire jouer. Faisons ce que nous avons à faire, c'est tout. D'accord? Voilà. Oui, bonsoir. Merci. Oui, il y a à Cuba un vivier de médecins et il y a aussi une femme africaine noire qui a créé une machine pour faire de la chimio sans détruire les gens parce que sa mère est morte de chimio. Et dans la théorie de Kalala, il y a souvent des figurines, des symboles et tout ça. On trouve ça souvent en chimie pour montrer les ADN et les ARN et les formules de réaction, etc., de chimie. Voilà, et moi-même je suis chercheur. Je suis en train de mettre au point, avec les théorèmes de Thalès, soi-disant, pour mesurer la dépression de quelqu'un. Voilà, merci. Merci. Oui, bonsoir. Alors, déjà, merci pour votre intervention et votre exposé. Alors, j'ai deux questions à soulever. La première, c'est que, est-ce que vous avez discuté avec des informaticiens sur la conclusion de votre exposé, à savoir qu'à partir d'un quart de l'information, on peut reconstituer toute une dissertation, toute une copie. Parce que ça ferait des économies énormes en termes de place pour le stockage des données. Donc, des sociétés telles que Google, telles que IBM, qui aujourd'hui, leur base de leur business plan, c'est justement l'économie des données. En utilisant cet algorithme, ils se font des économies énormes. Donc, ça veut dire que concrètement,
aujourd'hui, on est réunis pour redécouvrir notre histoire, mais d'autres personnes extérieures, en venant ici, ou juste en regardant Antimédia, ils se disent, ça, c'est de l'argent. Totalement. Et concrètement, je vous pose la question. C'est bien, vous nous avez parlé de ça entre nous, mais est-ce que vous avez pensé qu'en l'exposant sur Internet, tel que vous faites, vous permettez à d'autres de se faire de l'argent grâce à votre découverte? Alors, la question, elle est très pertinente. C'est-à-dire que, en fait, des choses comme ça, on en a un paquet. C'est un puits sans fond. Moi, franchement, je n'ai pas tout mis dans la présentation, naturellement. Mais, moi, je voudrais dire vraiment deux choses. C'est que cette culture africaine, matricielle même pour l'humanité, recèle énormément d'aspects scientifiques et technologiques, mathématiques et géométriques, et spirituels et autres. Et que la raison pour laquelle on a fait le colloque, c'est simplement pour que nous puissions prendre le temps de nous analyser lorsque nous menons une réflexion lorsqu'il s'agit de notre pays. Vous voyez, et quand je dis lorsqu'il s'agit de notre pays, je suis sans ambiguïté très clair sur une question, l'indépendance, à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, je place comme objectif le fait que nos enseignements ne soient pas une copie de ce qui se fait ailleurs. Parce qu'il y a une intelligence dans ce pays qui est capable de produire ses propres matériaux pédagogiques. Et je vous garantis d'avoir à 9 ans un enfant capable de faire des choses extraordinaires en termes d'intelligence. Parce que, n'oubliez jamais qu'il y a à peine 2 ans, le ministre de l'Éducation nationale a dit que l'erreur qui a été commise en Europe, le ministre de l'Éducation nationale a dit dans le journal, c'est qu'on a conçu la pédagogie scolaire sans tenir compte du fonctionnement du cerveau d'un enfant. Or, l'Afrique a fait tout le contraire. L'Afrique a observé le fonctionnement de la création, a observé le fonctionnement donc, du cerveau des enfants et a bâti une pédagogie qui est adaptée, ludique, c'est-à-dire à travers le jeu. Regardez, depuis des gens comme Platon, ces Grecs, qui disent, mais à travers une approche totalement ludique et culturelle, ils abordent des notions hautement scientifiques. C'est ce que certains appellent aussi l'allégorie. On va mettre une science très avancée dans Catherine 2016. C'est-à-dire, les gars jouent au domino, ils te sortent des théories, mais c'est enrobé dans des discours un peu imagés. Vous voyez, parce que l'enfant est là, il ne faut pas qu'il comprenne des choses. Donc on a un créole un peu feutré. Tu vas dire des choses à l'autre, mais l'enfant ne comprend pas. Vous voyez? Bon. Donc, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut montrer les choses. Parce que l'Afrique, quand elle tient un discours sur elle-même, fait un discours qui n'est pas à la hauteur des enjeux actuels. Parce qu'elle se place systématiquement à l'extérieur de la périphérie de ceux qui pensent et qui produisent la connaissance. Vous voyez, nous, on a fait un colloque, les mathématiques africaines. En Afrique, sur le continent, on fait des colloques, les mathématiques en Afrique. Ça veut dire, sous-entendu, ça viendrait de l'extérieur pour finalement apporter de l'intelligence aux gens qui sont sur le continent, alors que l'Afrique est le berceau des sciences mathématiques. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu cherches des algorithmes, je te montre les exercices d'algorithmes. Il y a une école où les Grecs n'existaient pas. Le professeur a fait la géométrie égyptienne. Dans l'ouvrage de la géométrie égyptienne, les exercices qu'on donne aujourd'hui au collège et au lycée sont des copies des exercices qu'on a sur les papyrus. Donc, ce que je dis, c'est que nous ne sommes plus dans la position de celui qui n'avait pas d'outils pédagogiques et d'outils d'accès sur la connaissance, c'est-à-dire celui qui était obligé de suivre la voie de son maître, parce qu'il disait que seul lui avait le potentiel pédagogique. Maintenant, on a notre potentiel pédagogique et il est puissant. La seule chose qu'il faut, c'est des gens qui se consacrent à produire. On ne va pas attendre. Je vais vous dire une chose. L'affaire de Google et compagnie, je vais vous dire quelque chose, il faut qu'on soit très clair. Il faut apprendre à breveter. Parce que Cheikh Modibo Diarra a dit qu'une découverte scientifique ou technologique brevetée en Guadeloupe peut irriguer la Guadeloupe en royalties pendant des générations et générations. Avec
des jeunes qui se consacrent à améliorer le logiciel ou le système qui va se retrouver dans tous les ordinateurs. Vous savez que les Windows et compagnie, ce n'est pas les Américains qui ont créé tout ça. Il y a une collaboration internationale et il y a des brevets qu'ils utilisent mais qui payent. Moi, ce que je dis, c'est que la vision que j'ai de tout cela, elle est très simple. Je veux que, lorsque nous faisons à l'avenir quelque chose, la poche dans laquelle l'argent va rentrer, ça soit notre poche. Vous comprenez l'affaire? Parce que chaque fois qu'on met la main dans la poche et qu'on sort de la poche des pièces, on a voyagé à Bruxelles, sans billet. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Chaque fois qu'on met, quand tu es dans la Caraïbe, quand tu mets la main dans la poche, tu as voyagé à Londres. C'est-à-dire tu mets ta main dans la poche, tu n'es même pas au courant que tu es en train de prendre l'avion, tu sors des billets, bim, tu es à Londres. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on met la main dans la poche, on fait un voyage qui nous amène quelque part à des milliers de kilomètres de chez nous, parce qu'on ne prend pas suffisamment acte qu'il y a un aspect complètement pernicieux de la colonisation, c'est de nous faire voyager chaque fois qu'on parle d'argent. Moi, je dis que nous sommes des conquérants de tous les espaces occupés dans notre jardin et que nous allons récupérer centimètre carré après centimètre carré tous ces espaces de notre jardin dans lesquels il y a des gens qui n'ont pas de carton d'invitation. Et nous n'allons pas le faire par opposition. Nous allons le faire parce qu'il faut réunir les gens de bonne volonté de manière à faire en sorte que les relations entre les civilisations humaines ne soient plus des relations de prédation. Mais si nous ne sortons pas de la réflexion de la prédation, si nous ne voyons pas que lorsqu'un enfant étudie dans une filière, l'université dans laquelle il étudie est rattachée à un laboratoire. Et le devoir de cet enfant, sa thèse en technologie, elle est transbahutée tout de suite aux grandes sociétés multinationales occidentales qui vont utiliser le travail de ce jeune et le jeune ne touchera pas de royalties ou son pays n'en touchera pas. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a un jeune qui m'a appelé dernièrement, qui m'a dit, il m'a appelé d'Afrique, il m'a dit, vous savez, monsieur Motunde, il y a une chose que j'ai compris en vous écoutant. Mon frère est parti aux États-Unis faire des études au niveau des microprocesseurs. Et quand il a terminé son travail de thèse, il avait mis un microprocesseur au point, mais qui était une technologie révolutionnaire. Et il a été à l'examen, donc il a eu toutes les mentions, et son directeur de thèse lui a dit de choisir la publication scientifique dans laquelle il devait faire état de son travail. Donc ce qu'il a fait. Mais 6 mois après, il regarde la télévision, il voit un microprocesseur dont on fait la promotion, qui est exactement son devoir de classe. Vous voyez l'affaire? Moi, je sais de quoi il parle parce que j'ai fait l'école de pub de Paris. Je voulais avoir des professionnels comme enseignants. Effectivement, ça m'est arrivé un certain nombre de fois de retrouver un 4x3 dans le métro, mon devoir, et de discuter avec le monsieur qui me faisait les cours et qui était aussi chef d'entreprise. Et il me disait, mais c'est la preuve que les cas que je vous donne sont des vrais cas. Ce n'est pas tiré d'un livre. Eh bien, nous allons apprendre à nos enfants à breveter leurs devoirs de classe. Vous avez compris l'affaire? Je termine. Si la croisière veut s'amuser sans nous, on va arrêter le bateau. Vous comprenez l'affaire? On va arrêter le bateau parce que nos enfants développent... Je vous donne un exemple et je vais terminer avec ça. Il y a une jeune fille qui fait des études de chimie textile, qui est une jeune fille de la Guadeloupe. Je lui dis, tu fais des études de chimie textile? J'ai une question à te poser. Elle me dit, je vous écoute, monsieur Motunde. Je lui dis, il y a un lycée qui a fait un défilé de mode en utilisant des fibres naturelles et de la teinture naturelle. Dans un défilé, dans un lycée, un défilé de mode dans un lycée. Et qu'est-ce que je vois? Il y a le CNRS, enfin il y a toute une série de grosses structures qui sont dans le lycée en train de regarder des petites jeunes filles en train de défiler par rapport à des vêtements qu'ils ont faits en teinture naturelle et en fibres végétales. La jeune fille me répond, oui c'est vrai, ça s'est passé à Membridge. Je lui dis, mais attends,
tu es donc au courant de cela? Il me dit oui. Je lui dis, je vais te poser une question. Pour quelle raison tous ces gens-là étaient en Guadeloupe? Elle me répond, parce qu'ils savent faire la teinture naturelle, mais ils ne savent pas fixer la couleur sur le tissu. Et ils ont découvert qu'en Guadeloupe, ils savent fixer la couleur. Je lui dis donc, tu vas breveter notre façon de faire guadeloupéen. Elle dit, non, non, moi je suis venu faire un devoir. Et monsieur Motunde, si vous savez comment on fixe la couleur, ben ça m'intéresse pour mettre dans mon devoir. Est-ce que vous avez remarqué l'affaire? Vous avez remarqué l'affaire? Eh bien, voilà comment nos savoir-faire traditionnels vont se retrouver avec des petits jeunes complètement fous entre les mains de grandes multinationales et que nous n'allons tirer aucun profit de nos savoir-faire traditionnels. Donc, moi, je vous dis, si j'ai fait ce colloque pour vous montrer tout ça, c'est pour vous expliquer qu'il y a des enjeux supérieurs qui vous dépassent. Si vous avez des doutes, nous avons des personnes ressources à Niger pour discuter de ce genre de choses. Moi, j'en discute aussi avec Henri Joseph sur un certain nombre de choses, de points. Parce que je trouve que pour avoir un diplôme avec une mention très honorable, il y a quand même une dilapidation des savoirs endogènes de la Guadeloupe qui s'organisent à grande échelle. Nous devons des enjeux de l'industrie aujourd'hui et à faire en sorte que nous brevetions. Il faut breveter d'abord toutes ces choses-là ici, de manière à faire en sorte que, quand on est indépendant, on va toucher des royalties de toute cette affaire-là. Vous voyez, tout ça pour vous dire que c'est un grand projet auquel je crois, parce que nous sommes un grand peuple. Je vous remercie. Merci, merci. Je suis juste désolé, on n'aura pas plus de temps. Tiens, plus de temps pour les questions parce qu'il faut qu'il y ait l'intervention du doyen et il y a un timing à respecter. Donc je suis vraiment désolé. Si vous avez des questions, M. Motunde sera à côté. Vous pourrez lui poser des questions et tout le monde sait qu'il aime répondre à ces questions. Ensuite, je remercie aussi tous ceux qui sont sur Antimédia qui nous regardent en ce moment. Et j'aimerais juste, le temps qu'on fasse la transition, avoir l'avis de quelqu'un sur le colloque. Parce que souvent, je peux dire, les intervenants parlent, mais on n'a pas l'avis du public. Donc, juste une personne, de façon brève, s'il vous plaît, juste une intervention qui sera filmée en direct normalement. Juste levez le doigt. Il y a madame. Oui, alors vous imaginez que je suis très contente. Je n'ai pas de mots pour dire ce que je ressens à travers ce colloque. J'aimerais déjà dire merci à Kalala Motunde. Je crois qu'il l'a fait, c'est un de nos grands hommes, hein. On a beaucoup de grands hommes en Guadeloupe, on en a eu, on en aura encore, mais je crois qu'il a fait un travail, depuis qu'il est revenu, un travail merveilleux. J'ai eu l'occasion de voyager avec lui en Égypte, donc inviter tout le monde en Égypte avec Kalala parce que c'est extraordinaire, ou qu'on partit la tête à haut bien haut. En tout cas, il nous a permis aujourd'hui, à travers toutes les interventions, de renouer avec l'Afrique, de reprendre confiance en nous, de savoir qui nous sommes, d'où nous sortons, nos capacités, nos potentialités. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que après tout ce travail de reconnexion, et je vais juste dire que le MIR Martinique a fait il n'y a pas longtemps un convoi au Bénin sur la reconnexion avec l'Afrique. Je crois que c'est fondamental. J'aimerais juste dire pour finir que pour que la boucle soit bouclée, ce serait intéressant et nous envisageons cela de parler de réhabilitation de nos ancêtres parce que c'est important également la spiritualité africaine, mais aussi pour que nous arrêtions de créer dans cet nous esclaves. Ça trop violent, Bayou. Merci, merci, merci. Alors, j'attends qu'on me filme. Il a failli tomber. Donc, dans tous les cas, alors, merci pour cette intervention. Ça montre que le public aussi est un public de connaisseurs. Je remercie toutes les personnes qui nous regardent sur Antimédia. Ils sont à peu près 7 000 à 8 000. Donc, c'est très important aussi pour eux. Et je fais la transition. Non. Le professeur Théophile Benga va parler. Je suis désolé. Tout le monde a envie de parler, même moi. Le premier, d'ailleurs, il a un livre, mes livres, Monsieur Benga, il faut les signer. Mais dans tous les cas, il faut laisser la parole au professeur.